tous, bienvenue à cette dernière de la semaine. Nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir, vous aider à mieux comprendre l'actualité, vous en donner les clés, tant que faire se peut. C'est cela notre motivation de tous les matins. Ce vendredi, nous nous réunissons avec le même plaisir, nos équipes mobilisées ici à la technique et dans ce studio pour vous servir justement ce sacerdoce matinal de tous les jours. Vous pouvez de votre côté participer à cette émission, elle est construite de cette façon, vous en faites partie. Vous pouvez donc réagir à travers le hashtag espace GG ou tout simplement réagissant aussi sur la page Facebook de l'émission. Vos avis seront pris en compte et relayés dans le cadre de cette émission. Et puis, pour ceux qui peuvent directement le faire par téléphone, vous pouvez tout simplement envoyer votre message au plus 224 657 39 13 13. Le numéro s'est affiché au bas de votre petit écran. Et puis bien entendu, si vous n'avez insulté personne, votre avis sera relayé sur nos antennes. Ça, c'est une actualité que vous avez certainement commentée. MTN accède à la 4G. L'information, très peu partagée au départ, a fini par nourrir les commentaires au sein de l'espace public guinéen. D'abord en vertu de l'extrême discrétion qui a entouré le processus d'attribution. Ensuite, en raison du coût auquel la licence d'exploitation a été concédée à l'opérateur. Un montant fort loin des 90 millions d'Orange Guinée il y a quelques années. Tenez-vous bien, le directeur général de l'RPT brise le silence ce matin chez nous. Il nous apporte les clés de compréhension de ce processus. Sekou Oumar Bari, directeur général de l'RPT, est notre invité de ce matin. Nous l'aurons sous les coups de 9h30. Et puis, nous sommes finalement en route pour la 3e édition du Salon des infrastructures de l'habitat et de la construction, le SIACO. Le SIACO, lancé donc il y a quelques années, veut permettre au secteur de l'habitat et de la construction de bénéficier d'une vitrine de qualité afin d'offrir aux acteurs du domaine l'opportunité de développer des synergies profitables à chacun. Amadou Mbone Camara, vous le connaissez comme journaliste, mais ce matin, vous l'entendrez à titre de membre de l'équipe de communication du SIACO. Il est notre invité. Et puis un invité surprise. Nous l'avons annoncé depuis plusieurs moments sans qu'il ait pu être présent. Sidiki Diabaté sera là pour clore cette émission avec nous. Ces sujets que vous avez entendus et bien d'autres viennent faire le menu informationnel de ce matin. Et c'est avec mes amis de tous les matins, mon cher Daouda Mohamed Camara, tous deux qui s'y vêtus. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue en tout cas à cette émission. Toujours le plaisir, mon cher Yaya, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Je vais reprendre ça, bonjour. Ah, bonjour Tamba, bonjour à tous. Parfait, bienvenue. Merci beaucoup. Et Caps, à toi aussi, bonjour. Ouais, bonjour Tamba, bonjour à tous. Je voulais rapidement rappeler quelque chose qui est très important. C'est par rapport non seulement hier au Conseil des ministres, mais au jour d'avant, c'est-à-dire le jeudi, on avait la sortie du président qui, à la suite de sa sortie vers la CAS, avait voulu rencontrer les différents ministres pour les interpeller sur une certaine insatisfaction qu'ils ressentaient vis-à-vis des résultats qu'obtenaient ces gens-là. Donc il les poussait à plus de travail, à plus de résultats pour que ces résultats-là puissent se faire ressentir sur la vie de la population, dans le quotidien de la population. Et donc suite à ça également, même hier pendant le Conseil des ministres, il a rappelé la même chose en disant à ces gens-là, maintenant je demande à ce que les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, etc. se mettent à la tâche pour me décliner un plan d'action opérationnel sur le court terme pour qu'on puisse tout de suite avoir des résultats sur le quotidien. C'est pas ses responsabilités, c'est pas ses attributions. Sur le quotidien il n'a pas à aller dans ça. Oui, parce que en tant que chef de l'État, il constate, comme on l'a dit, il sortait pour aller pour se mettre un petit peu se confronter aux réalités, aux différentes réalités de la population. En tant que premier chef du pays, s'il constate une certaine insatisfaction. Mais lorsqu'on se retrouve qu'on n'est plus dans le sens de cette planification, parce que la planification c'est aussi des comptes rendus ou des rapports.
des rapports progressifs. Mais s'il n'y a pas de rapport progressif qui mais disent ça, tu n'en sais rien. Qui dit mais ça, tu n'en sais rien, Daouda. Non, mais quand il demande de faire le point des choses, qu'on sache où on en est avec ce que CAPS dit, c'est qu'il décline un plan d'action opérationnel. Pardon, vas-y. Tu peux comme ce que je disais, c'est de décliner un plan d'action opérationnel pour justement les grandes lignes, les grandes orientations. Vous savez, le Premier ministre... Mais quand ça existait normalement. C'est ce que je dis. Mais justement, ça veut dire quelque part que le président se rend compte que le plan qui a été établi, la feuille de route qui a été assignée à chaque département ministériel, les retraites, parce que cette retraite, il a été dit. D'abord, le ministre, vous revenez avec un plan d'action opérationnel. C'est une transition. Ce n'est pas un mandat normal. Je vais terminer s'il te plaît. De revenir avec un plan opérationnel. Ce plan opérationnel étant là, voilà qu'est-ce qui a amené à la nomination, ou je vais dire à l'engagement de certaines actions sur le terrain. Et qu'on soit aujourd'hui là à demander que ce soit le président de la République qui demande ou qui rappelle à cela, je me dis que quelque part la commission qui est du côté du ministère de la primature, ou le Premier ministre, ou même les chefs des différents départements ministériels, parfois perdent de vue la direction qu'ils prennent. Daouda, moi je pense que c'est le président qui s'est gouré. Sur cette affaire, je pense que c'est lui qui s'est gouré. Parce que je sais, on a eu le ministre Bachir, par exemple, le ministre Ousmane Gawal Diallo, le ministre Mori Kondé. Il y a de la planification stratégique et même opérationnelle dans ces départements. Le problème, c'est que, est-ce que finalement, le président, il contrôle tout ça, mon cher? Non, en fait, ce qu'il faut rappeler, en réalité, c'est qu'il y a certains qui s'en sortent bien, mais il y a beaucoup d'autres qui ne s'en sortent pas. Peut-être que cette plainte-là peut interpeller ces gens-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'opinion publique s'attend à une réaction du président de la République, cette fois-ci, pas en tant qu'acteur qui dénonce, mais acteur ayant le pouvoir, qui sévit et qui prend des décisions peut-être pour remplacer ceux qui ne sont pas capables. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie, c'est lui qui a l'habitude de rappeler, c'est moi qui suis allé à la guerre, c'est moi qui suis allé au front, c'est à moi de produire un résultat un jour. Qui n'arrive pas au sein du gouvernement, mon cher? Je ne dirai pas de nom ce matin. On est dans les grandes gueules, il faut que tu nous dises... Je ne dirai pas de nom ce matin, mais ce qui est sûr, c'est que dans les jours à venir, les choses vont se clarifier de plus en plus pour l'opinion publique. Mais aujourd'hui, même quand on remarque la sortie des différents ministres sur le terrain, on sent quelque part ceux qui sont beaucoup plus actifs et ceux qui ne le sont pas. Et donc, je n'ai rien à apprendre à Tamba ou à quiconque dans ce studio-là. On sait déjà quelles sont ces personnes-là. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes yeux d'observation. Je pense que c'est ça. Moi, en plus, j'ai des lunettes. Diadia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Pourquoi tu as mal quand il a dit que... non, parce que... Tu dis j'ai mal, mais je suis d'accord. En fait, parce que depuis le début, moi, je suis très optimiste. Mais ça, c'est tellement grave que... Diadia, non, mais moi, un peu plus. Alors, mais ça, c'est tellement grave que je trouve que c'est le basique. Pour gérer, pour gouverner, c'est le basique. Il faut planifier, il faut édifier ça s'appelle un système de suivi, de suivi et d'évaluation. Vous créez un système de suivi, c'est assez simple, c'est pas compliqué, avec des objectifs, avec des résultats anticipés, des indicateurs de vérification, c'est aussi simple, Moussa Hiro. Bah écoutez, moi je pense, j'aimerais bien avoir la réaction du porte-parole du gouvernement ou bien peut-être du Premier ministre lui-même, parce que je ne peux pas imaginer que ces gens-là puissent travailler comme ça à la volée, sans documents basiques, sans planification. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Vous l'avez dit, on a parlé de la retraite qui a été faite tout au début. Les gens sont partis, il y a un travail qui a été fait. Mais est-ce que, vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure. Est-ce que les gens arrivent à travailler comment on appelle, par rapport à l'existant déjà, comme nous le savons, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Ce serait bien qu'on nous dise ce qu'il en est réellement, parce que je ne peux pas imaginer. Vous avez des gens dans ce gouvernement, vous avez le Premier ministre, on connaît son histoire, c'est pas possible qu'il puisse travailler sans feuille de route, sans document de planification, c'est pas possible. Vous avez un Maurice Kouyaté, vous avez un Ousmane Gawal que vous avez connu sur la planification, c'est pas possible qu'il y ait des gens, justement. Mori Kondé aussi, ils viennent de là. Voilà, Mori Kondé vient des
OSC, il connaît la planification, il sait comment le travail peut se faire. C'est pas possible que ces gens-là, mais qu'est-ce qui se trame réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des gens parmi ceux qui ont été choisis qui n'arrivent pas à bien faire le travail? Ce serait bien qu'on nous dise ce qui se passe réellement. Est-ce que le président a pu consulter les membres du gouvernement ou bien peut-être le Premier ministre pour avoir tous les éléments qu'il faut avant de se prononcer? Moi, j'aimerais bien savoir. C'est pas possible que ce gouvernement-là puisse travailler sans éléments tangibles, sans ligne directrice qui puisse lui permettre d'aller de l'avant. C'est pas possible. Moi, je ne pourrais pas le comprendre. Et Ousmane Gawal Diallo, que nous allons certainement avoir tout à l'heure, avec la régie, on travaille, on s'emploie à l'avoir au bout du fil. Je pense que Caps, on peut quand même clarifier davantage ce que cette information que tu nous donnes ce matin. Voilà. Parce que je pense encore une fois, Jacques Ronfa, enfin Alpha Bakar, justement, que des techniciens. Il n'y a que des techniciens réunis. Et il y en a qui proviennent des bureaux de stratégie de développement. C'est encore des techniciens de la planification et de la prospective. C'est à mon sens impossible qu'on puisse pas le faire, mon cher Caps. En principe, ça devait l'être. Mais sauf que quand on prend le gouvernement, il n'y a pas que ces personnes que vous êtes en train de citer. Vous savez, il ne faut pas qu'on occulte. Mais il y a qui d'autre qui ne peut pas le faire? Il ne faut pas qu'on occulte un fait. Quand les grandes orientations... Il y a qui d'autre qui ne peut pas le faire, mon cher Caps? J'arrive, quand les grandes orientations stratégiques sont données, Permets-moi, Capsule, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé, je veux dire les ministres et autres, chacun a en tout cas une orientation reçue par, comme on appelle sa prise de fonction par le Premier ministre. Il y a aussi des lettres de mission. Je pense que maintenant le travail demandé, c'est pas cette orientation. Cette orientation, il faut la décliner en des actions, d'où le plan d'action opérationnel des grandes lignes qui leur sont demandées. Et justement aujourd'hui, la question se situe à ce niveau-là. Et ce plan d'action veut dire on va déployer telle action à telle date, pour tel résultat, avec quelles ressources qu'on doit mobiliser, etc. C'est la question qui se pose derrière. Et c'est là où se ressort quelque part la lenteur de ces personnes-là. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que la population est en train d'en souffrir. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que quand on parle dans les marchés, c'est un peu chaud. Pratiquement, les choses n'ont pas beaucoup changé ou même évolué à ce niveau-là. Il faut voir le train de vie aujourd'hui des étudiants qui, des fois, n'ont même pas encore reçu leur pécule, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui sont là aujourd'hui. Le chef d'État, en tant que premier magistrat, est confronté à ces situations-là et veut avoir des résultats concrets et même une lisibilité par rapport aux actions qui sont en train d'être posées par son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que c'est du flou total par rapport à ce qui est en train d'être fait. Là, tu viens de poser le vrai problème. Si les conditions des Guinéens ne changent pas, c'est moins, en tout cas je crois, ça va être moins dû à la planification que à la disponibilisation des ressources. Partout il y a des problèmes de décaissement. Aujourd'hui, mon cher Yaya, on continue avec vous. Exactement. Alors, moi je n'aurais pas pu comprendre, en tout cas qu'il n'y ait pas un tableau de bord, qu'il n'y ait pas, à l'heure où on parle de management par objectif, que l'équipe gouvernementale ne puisse pas avoir des missions et des objectifs chiffrés. Mais non, c'est pas possible. En ce moment, oui, le débat c'est sur les résultats. Oui, c'est vrai que la période de grâce est terminée. Oui, il faut maintenant que les citoyens commencent à sentir les résultats de certaines réformes qui sont engagées, même si, à mon avis, le gouvernement ne devrait pas trop aller dans une posture de faire en sorte qu'il faut aider les populations à relever le niveau de vie. Oui, à mon avis, nous sommes dans une transition. Donc il faut laisser le niveau de vie flancher, mon cher Yaya? Non, bon, je ne le dis pas. Mais il y a des questions prioritaires. On ne peut pas résoudre tout dans une transition. Il y a des questions essentielles. Moi, je pense que la question des élections, la question de la sécurité, la question de ce qu'on appelle il n'y a pas d'élection quand on ne mange pas. Oui, mais il faut savoir ça. mais le problème c'est que c'est vrai Yaya qu'on ne peut pas tout résoudre. Permets-moi que je place là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout résoudre en même temps dans la transition, mais qu'on ne détériore pas ce qu'on a déjà. Je suis d'accord. Daouda, on ne peut pas. Mais qui détériore quelque chose? Qui gère le pays? Qui détériore des choses? Nous sommes dans une... Allez au marché. Nous sommes dans une période. Vous allez vous rendre compte comment les choses sont aujourd'hui. Le sac de riz a grimpé le prix. C'est pas possible. Allez-y, toutes les denrées aujourd'hui ont grimpé les prix. Ah oui? Allez sur le marché. C'est vrai? Allez sur le marché, vous vous rendrez compte. Parlez un peu avec madame, vous allez le comprendre. Non, mais bon. Tout est aujourd'hui à la hausse sur le marché. Mais les gars, faut te calmer un peu, mon cher Daouda. Le ministre Ousmane Gawal Diallo est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour.
bonjour. Bienvenue, merci de répondre à cette interview impromptue. Mon cher Caps, vous posiez cette situation. Voilà, alors monsieur le ministre, merci déjà de nous accepter ce matin. On va avoir votre retour sur cette question qui a été débattue hier au Conseil des ministres concernant ce comité restreint qui a été mis en place à la primature pour justement accompagner le gouvernement guinéen à la mise en place de ce plan d'action opérationnel des grandes orientations stratégiques données par le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Vraiment, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Un comité qui a été mis pour accompagner le gouvernement, ou bien c'est un comité du gouvernement qui a été mis en place par le Premier ministre? Alors, monsieur le ministre, Caps nous rapportait ce matin, nous revenons donc là-dessus, l'idée que le président, constatant que certains résultats auxquels il s'attendait peinaient à être atteints, aurait donc demandé, non plus seulement aux ministres, mais aussi aux secrétaires généraux, à partir de leurs responsables de département, de fournir une sorte de planification à la tâche, au jour, à la semaine, et qui permettrait d'instaurer un mécanisme de suivi et d'évaluation des actions qui sont portées par les départements. Qu'en est-il au juste? Attendez, entendons-nous bien. Probablement qu'il y a des gens qui ne comprennent pas un certain nombre de paramètres de fonctionnement normal de l'État. C'est pas nouveau. Quand le gouvernement est mis en place, le gouvernement reçoit une lettre de mission. Le Premier ministre reçoit une lettre de mission du président de la République. Le Premier ministre, à son tour, délivre des lettres de mission au ministre. Et le ministre traduit ces lettres de mission en action opérationnelle. C'est comme ça que ça se passe partout. Et ces actions opérationnelles, on met en place des mécanismes de suivi de la mise en œuvre de ces actions opérationnelles sous le contrôle du Premier ministre qui vous a assigné le travail. On vous donne des objectifs à atteindre, vous déclinez comment faire pour atteindre ces objectifs. C'est tout à fait normal qu'on mette en place des mécanismes de suivi pour savoir est-ce que vous avez des difficultés, est-ce que ça se passe bien, est-ce que les calendriers sont respectés, est-ce que les opérations déclinées dans le plan opérationnel sont mises en œuvre, etc. Mais je ne vois pas où est la nouveauté. Non, monsieur le ministre, on l'avait compris, ça se disait déjà dans ce studio. Allez-y, Moussaïro. Non, mais donc, la commission dont on parle, ou le comité, je ne sais pas trop, est-ce que c'est une commission qui doit suivre ces actions, la réalisation concrète de ces actions sur le terrain? Bien entendu, chaque ministère sectoriel reçoit et met en œuvre avec le cadre de son département un plan d'action opérationnel. Et nous informons le Premier ministre que nous avons fini de mettre en œuvre nos plans d'action opérationnels, qu'on lui communique. Il est de sa responsabilité de mettre en place une équipe pour suivre l'effectivité de la mise en œuvre de ce plan opérationnel. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Non, monsieur le ministre, je pense que c'était déjà dit dans ce studio en quelque sorte. Ce que soulève cette information, c'est de dire, après tout ce temps passé par le gouvernement, que ces mécanismes ne soient pas encore mis en œuvre. Qu'en est-il à la réalité aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Le gouvernement est là depuis 100 jours. Rien que l'élaboration d'un plan d'action opérationnel, ça prend 30 jours, 20 jours, 40 jours. Ça dépend des sectoriels. Il y a des ministères qui peuvent faire ça rapidement. Les périmètres n'est peut-être pas aussi important, mais vous prenez des ministres très importants. Économie, plan et tout ça, mais ils ont besoin de plus de temps pour mettre en œuvre leur plan opérationnel. Oui, mais ça dépend du secteur dans lequel on agit. On n'est pas dans la mise, monsieur le ministre, on n'est pas dans la mise en œuvre. Allez-y, Moussaïro. Monsieur le ministre, je parle de l'élaboration. Si vous permettez, est-ce que ces plans à ce stade ont été élaborés? Voilà. Est-ce que tous les départements ont leur plan d'action opérationnel? C'est ce que nous voulons savoir. A priori, bien sûr. A priori. Sinon, cette équipe de suivi n'aurait pas de sens. Non, a priori. On le décline. Ensuite, cette équipe, c'est pas seulement pour suivre la réalisation, mais ça s'assure aussi de la cohérence du plan d'action, de sa faisabilité, et puis de la disponibilité des ressources qui accompagnent la mise en œuvre de tout ça. Donc, c'est un ensemble de mécanismes. C'est comme si on me dit, élaborer un budget, ça prend 12 mois. Ça prend 12 mois et on ne peut pas faire autrement. C'est le budget d'une nation, ça prend du temps. On n'élabore pas un budget en 2 mois, ça prend 12 mois. Et donc, mettre en œuvre un plan opérationnel dans un département, ça prend du temps.
c'est pas quelque chose. Mais 100 jours quand même, monsieur le ministre, on va pas laisser passer ça. 100 jours quand même pour mettre on a une idée de ce que c'est, surtout de la méthode pour le faire en 100 jours. Et vous dites, a priori, c'est déjà le cas. Monsieur le ministre, est-ce qu'à posteriori, vous pouvez l'affirmer? Vous savez, même le plan stratégique au niveau de espace, ça prend plus que 24 mois de le mettre en œuvre. Chez vous, votre propre plan stratégique. Non. Alors que vous êtes une station de médias. Non, monsieur le ministre, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous le faisons, mais beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je suis absolument. Alors, moi, je vous invite à nous prêter vos compétences pour le faire en 10-15 jours. Moi, vous venez, je vous donne le périmètre de l'habitat. Vous me faites un plan opérationnel en 15 jours, j'achète. Non, en 10. Vous ne partez pas de zéro, monsieur le ministre. Vous ne partez pas de zéro. Vous avez déjà trouvé des acquis sur place. L'État est à une continuité. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'à votre arrivée, que vous reprenez tout à zéro. Non, mais attendez. On ne reprend pas à zéro. Quand on rentre dans l'administration, on ne reprend pas à zéro. On réajuste certains aspects. On insère des nouveautés. Par exemple, moi je vais vous dire, quand je suis arrivé, il n'y avait aucun programme de référencement des domaines et du cadastre en Guinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attribuer une identité à chaque parcelle de terre en Guinée et à chaque bâtiment. Une identité, ça veut dire décliner le propriétaire, et ça veut dire prendre les paramètres GPS, ça veut dire la localisation, ça veut dire les occupants, ça veut dire le propriétaire, ça veut dire la dimension de la surface du domaine, etc., etc. Ça, il n'y avait aucun programme. Maintenant, on est en train de décliner la mise en œuvre d'un programme de référencement du bâti et du non-bâti dans l'ensemble du pays. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui va prendre 20 ans. C'est pas quelque chose qui va prendre 2 ans. Le référencement de l'ensemble du bâti et du non-bâti dans le pays, ça ne se fait pas en 3 jours. Et rien que pour la conception du système qui accompagne ce référencement, vous avez besoin de 6 mois. Attention. Et puis la mise en œuvre, même Conakry seulement, le référencement de Conakry, ça va prendre plus que 4 ans. Il faut pas, c'est pas du travail qu'on va faire en 2 jours, 3 jours. Moi, je peux accepter l'idée que vous soyez beaucoup plus compétent que nous. Ça, c'est possible. Et que vous ayez beaucoup plus de ressources pour le faire ça en 10 jours, 15 jours. Mais nous, quand nous avons regroupé l'ensemble des compétences qu'on a ici, bon, il nous a fallu quand même 2 semaines, 3 semaines pour faire le plan opérationnel de notre département. Maintenant, il y a des départements qui ont besoin d'un peu plus de temps. Voilà, parfait. Il y a beaucoup moins de temps que ça. Donc, on ne part pas de zéro, c'est vrai, mais cela dépend du périmètre des départements et des actions qu'ils envisagent de mettre en œuvre conformément à cette mission qu'ils ont reçue du Premier ministre. Parfait. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement de la République de Guinée. On va avec vous, mon cher Caps, mon cher Yaya. Monsieur le ministre, alors pour l'information des citoyens par rapport aux réalisations du gouvernement, habituellement on voyait l'ancien régime utiliser des conférences de presse pour rendre compte des réalisations, des actions du gouvernement. Alors vous, quels seront les leviers sur lesquels vous allez actionner pour informer les citoyens de ce que vous faites? Avant cette question, monsieur le ministre, toujours sur la question de la planification avec vous, Moussa Yero. En fait, je pense qu'on ne se comprend pas très bien avec le ministre. Il parle de mise en œuvre. Mettre en œuvre le travail qu'il est en train de ce dont il parle là, par exemple, l'identification des bâtiments, le travail que ça va faire, qui va se faire sur le terrain, ça c'est la mise en œuvre d'un plan d'action qu'ils peuvent élaborer. Mais je me dis que élaborer le plan d'action, dire c'est ce qu'on va faire pendant ce temps-là, ça ne peut pas prendre plus de 3 mois, monsieur le ministre. C'est ce que je voudrais qu'on clarifie pour les auditeurs. Je fais bien la différence. Je dis l'élaboration d'un plan d'action opérationnel, cela dépend du périmètre du département. C'est tout. Ça peut aller de tour à plusieurs mois. Cela dépend du périmètre et de la lettre de mission et des objectifs qui sont assignés au département. Donc, cela peut prendre plus ou moins un temps long. Cela dépend. Donc, ce que j'ai dit. Maintenant, je cite, lorsqu'on veut mettre en œuvre, il faut d'autres mécanismes de suivi de la mise en œuvre. C'est dans ce cas-là que j'ai détaillé un peu le plan de référencement du bâti et du non-bâti dans le pays. La mise en œuvre, elle va prendre beaucoup plus d'années. C'est pas en 3 jours. Mais l'élaboration du plan d'action, du plan opérationnel, ça peut déjà prendre du temps.
D'accord, on va terminer avec vous sur la question de Yaya. Quelle va être la recette Gawal? Quelle va être la recette du gouvernement Béavogui pour informer le peuple? Sur les réalisations du... Alors, on ne va pas réinventer la roue. On passera par tous les canaux de communication pour nous assurer que les citoyens suivent ce que nous avons fait et peuvent nous demander des comptes sur l'utilisation du budget. Nous mettrons en place des mécanismes, donc les points de presse, les communications unidirectionnelles avec des déclarations, et puis les affiches, un certain nombre de mécanismes, vous les connaissez mieux que moi. Même nous utiliserons tous les canaux de communication pour nous exprimer face à nos concitoyens. Et puis il y a ce sujet que nous avons abordé hier, un gros panneau sur le pont 8 novembre, où il y avait le président de la République, ensuite le président du CNT, et puis comme ça, soudainement ça a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le porte-parole du gouvernement? Je ne sais pas, soudainement ça a disparu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, c'était affiché, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, monsieur. Nous, on veut comprendre. Mais ça a disparu soudainement. Je ne sais pas. C'est magique, non? Non, c'est pas... D'accord, ça a disparu lentement. Que s'est-il passé pour que ça disparaisse? J'en sais rien. Vous savez que le président fait attention au groupe qui essaye de se structurer pour un peu apporter son soutien. Nous essayons de faire en sorte que cela ne tourne pas outre mesure pour donner le sentiment que le chef d'État aurait changé d'objectif ou d'intention. Et nous veillons à ça. C'est bien d'apporter son soutien au président, mais cela ne doit pas laisser de l'ambiguïté à nos concitoyens. Donc il faut faire attention. Et nous faisons attention à ça. D'accord, et il se fait critiquer de plus en plus pour ces bains de foule. Il commence à aimer la foule, monsieur le ministre. Ça répondait à quoi la sortie d'il y a quelques jours, 2 jours? Je n'en sais rien. Je pense que si maintenant on commence à aller dans ce type de détails, c'est vraiment, je laisse ce travail à la presse. C'est intéressant de temps en temps faire des digressions là-dessus. C'est fondamental pour nous aussi de comprendre comment vous interprétez les événements, c'est bien, ça fait de l'animation. D'accord. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, porte-parole par ailleurs du gouvernement. Merci, monsieur le ministre, de vous être exprimé ce matin sur nos antennes. Merci. Voilà, les grandes gueules, nous poursuivons juste derrière cette petite virgule. Et puis voilà, il y a d'autres sujets qui arrivent et c'est maintenant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Les grandes gueules se poursuivent, l'actualité qui rime avec liberté de ton, c'est comme ça que nous nous aimons. Dans un instant, nous entendrons le directeur général de l'ARPT, monsieur Sekou Oumar Bari, sur l'attribution de la 4G à la société de téléphonie MTN. Est-ce qu'il y a d'autres qui suivront? On se pose la question, pourquoi est-ce que celle de MTN coûterait moins cher par rapport à celle de Orange? Et surtout, comment qualifier ce service pour nous, les Guinéens, pour vous, les consommateurs? Le directeur général de la RPT prendra la parole tout à l'heure et puis on parlera infrastructure, habitat, construction et tout. Un salon, c'est la 3e édition de ce salon, le SIHACO. Amadou Mboné Camara, il est membre de l'équipe de communication, il sera avec nous. Dieu voulant, je dis bien Dieu, parce qu'avec lui on saura. Sidiki Diabaté, c'est notre invité dans la 2e partie de cette émission, vous l'entendrez. Mais avant, Daouda, on a écouté le ministre Gawal. Après, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge et il a bien fait d'intervenir pour clarifier certains points noirs, mais clarification sur quel sens, parce que la population sait désormais ce dont on parlait et à quel niveau on en est avec. Mais quand j'écoute un peu le ministre porte-parole du gouvernement, je me perds par endroit. Je me perds. Pourquoi? Parce que un gouvernement de transition,
c'est un gouvernement de courte durée. Vous ne pouvez pas venir. C'est vrai que l'État est une continuité, mais vous ne pouvez pas planifier vos actions ou les projeter sur des longues années. Vous avez un temps à passer. Et le premier rôle d'abord de la transition. On peut bien planifier sur quelques années, mais le travail de planification lui-même ne peut pas autant s'étendre. Ne peut autant s'étendre parce que non, le premier rôle c'est quoi d'abord? C'est aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, vers la mise en place où les élections qui nous amènent à installer un président démocratiquement élu, et il aura à continuer certes vos actions que vous avez engagées. Vous non plus, vous n'avez trouvé le pays dans un vide. Vous avez trouvé le pays à un niveau. Maintenez le niveau ou améliorer le niveau pour passer la main au moment venu à celui qui sera démocratiquement élu. Donc qu'on ne nous fasse pas comprendre aujourd'hui que la transition elle va prendre en compte toutes les préoccupations du peuple de Guinée. C'est le minimum, le maintien de notre niveau si on ne peut pas l'améliorer. Si on ne peut pas l'améliorer, qu'on maintienne notre niveau là jusqu'à ce qu'on passe la main à celui que les Guinéens choisiront librement et de façon démocratique. Donc je me dis que ce n'est pas qu'on veuille faire tout aujourd'hui pendant cette transition, qu'on fasse l'essentiel, le nécessaire de la transition et voilà, libérer le tablier. Mais c'est vrai que le CNT n'a pas encore, siégé par exemple sur le temps que va prendre la transition, mais je pense que ça n'empêcherait pas de faire, d'élaborer un plan d'action opérationnel, parce que vous élaborez ce plan, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez tout mettre en œuvre, parce que comme on l'a dit, l'administration c'est la continuité. Vous pouvez commencer à faire le travail et l'essentiel que, cette transition ces autorités actuelles doivent faire, c'est par exemple, comme on l'a dit, faire en sorte que la Guinée soit dotée d'une nouvelle constitution, c'est faire en sorte que nous ayons des élections. Mais entre-temps, il y a des activités au sein des différents départements. Quand nous prenons par exemple le département de Ousmane Gawal, il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Mais par exemple, il peut faire un plan, il fait ce qu'il peut faire, parce qu'ils ne pourront jamais. C'est vrai que c'est la refondation, mais il peut faire l'essentiel, ce qui en tout cas pourrait nous permettre de ne pas retomber dans les situations, les travers dans lesquels nous étions avant, mais je pense que c'est possible de le faire, même si on n'a pas encore le temps, peut-être finaliser quand le CNT va se prononcer sur le temps que prendra la transition. Ça n'empêche pas non plus de commencer, d'ouvrir justement des chantiers qui pourront être poursuivis, mon cher Yaya. À écouter le ministre porte-parole du gouvernement, on sent bien sûr il y a une sorte de zone d'ombre et de cacophonie même, je dirais. Non, je pense que finalement les CAPS avaient raison. Il y a des ministres, lui il a réussi à faire le sien en 2-3 semaines. Oui. Pour les autres, il dit a priori. Donc vous comprenez bien que... Bien sûr. Et finalement, moi ce qui m'inquiète, on engage la dépense publique comment si cette planification n'est pas terminée? Au préalable. Donc elle devait être faite au préalable avant d'engager des ressources financières. Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a également, le gouvernement gagnerait à harmoniser la communication gouvernementale avec la présidence de la République. Sinon, le citoyen sera perdu. On ne sait plus à quel sens. Le président sort, dit ceci, le gouvernement a des missions, veut faire cela, donc le citoyen finalement il va se perdre. Et on l'a dit, il faut aller à l'essentiel. Il y a des tâches essentielles pendant cette transition-là. On ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes. Non, elles ont déjà été déclinées par ailleurs. Je pense que 5 axes stratégiques que la primature a déclinés. Donc, mais vouloir résoudre tous les problèmes, finalement, on va se disperser et on va se perdre. On termine ce bout avec vous, mon cher Carl. Voilà, moi je veux commencer par rappeler ce qu'avait dit le colonel Mamadi Doumbouya lui-même dans l'une de ses dernières sorties, et bien entendu avec ce gouvernement-là. Il leur a dit, je suis un militaire, je ne peux pas aller à la guerre sans stratégie. Donc je ne peux pas mettre l'argent à votre disposition tant que je n'ai une lisibilité claire de ce que vous avez envie de faire. D'où la déclinaison de ce plan d'action opérationnel. C'est de là où tout est parti. On peut comprendre quand le ministre Ousmane Gawal lui-même il parle d'a priori. On sent que lui, il a peut-être fait. Il faut que les autres le fassent et qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait une cohérence pour qu'on ait un plan d'action général du gouvernement
qui puissent être mises en place. Donc si cela n'est pas fait, je me demande comment est-ce qu'on peut décaisser l'argent pour que les dépenses publiques puissent aujourd'hui être libérées afin que le véritable travail puisse commencer quelque part. Si on a du mal à aller vers des résultats, c'est que les ressources aussi ne sont pas mises à disposition. Et pour que les ressources puissent être mises à disposition, il faut qu'on ait une clairvoyance sur ce plan d'action opérationnel du gouvernement dans son ensemble. Et donc s'il y a certains qui traînent les pas, bien entendu que ça va se répercuter sur l'action que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Et c'est d'où, quelque part, on se pose des questions sur l'inexpérience de certains ou le manque de compétences tout simplement de d'autres qui accompagnent là. Je pense sincèrement qu'il y a des compétences et c'est de deux choses l'une. Soit finalement, je sais pas si je dois te rejoindre, mais l'autre option c'est de dire que le président s'est certainement gouré sur ce coup parce que c'est basique. C'est basique dans la gestion d'avoir un fil conducteur et on espère en tout cas que ce ne soit pas le cas. Les grandes gueules, nous poursuivons cette émission. Vous pouvez continuer à réagir d'où que vous soyez, d'où que vous nous écoutiez. Dans un instant, si tout va bien, nous irons rejoindre le directeur général de l'RPT et vous l'entendrez sur l'attribution de la licence 4G à l'opérateur de téléphonie MTN. Qu'est-ce qui a motivé une telle démarche? Est-ce qu'on se dirige désormais vers la fin du monopole dans ce secteur spécifique de la téléphonie en Guinée? Quelles obligations de l'opérateur après avoir accédé à tout ceci? C'est autant de questions que nous aborderons tout à l'heure. Mais Daouda, tu souhaitais relever cette autre situation, c'est le passeport, la crise qui perdure, les Guinéens qui en sont au plus mal à ce jour. Oui, effectivement, Tamba, vous savez, la dernière fois, on a reçu dans ce studio le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui nous a annoncé des actions déjà en cours parce que on a d'abord suspendu la production, la distribution des passeports. Et entre-temps, on a vu dans cette semaine qui s'achève, on a vu qu'il y a eu prorogation des délais des passeports arrivés à expiration. Mais la question qu'on se pose, c'est que jusque-là, on ne sait pas, à la suspension de la production des passeports, où on en est avec les négociations. Parce qu'il y a eu d'abord le travail, il y a eu ce qu'on a reproché à l'opérateur et aux partenaires, il y a eu également de l'autre côté on a pensé aux partenaires locaux, mais le ministre ne nous dit pas clairement après la suspension où en est-on avec le fait de, je sais pas, avec cette suspension, mais qu'est-ce qu'on a déjà obtenu si on doit changer de partenaire, si on doit maintenir la couleur du passeport qui est aujourd'hui disponible, si on doit changer, où on doit aller, comment. Il faut aujourd'hui que le ministre accepte de nous dire cela. La prorogation, c'est bien pour ceux qui ne sont pas loin du pays, qui sont dans les circulations entre la Guinée, le Sénégal, la Guinée, la Gambie et autres, le Libéria. Mais ceux qui ont, par exemple, quitté les États-Unis pour venir renouveler leur passeport, ils ont déjà perdu plusieurs mois ici. Ils attendent encore de savoir quand ils auront accès à leur nouveau passeport. Parce que la prorogation, est-ce qu'ils peuvent retourner aujourd'hui, aller se planifier, encore revenir, et cela va être pour quel délai? Je crois que c'est très peinant pour nos compatriotes qui sont venus de l'extérieur, qui sont aujourd'hui à l'attente. Il y en a qui risquent de perdre leur boulot, il y en a qui risquent de ne plus pouvoir se retourner parce qu'on n'a aucune lisibilité sur à quand la fin des travaux, des négociations, permettre aux citoyens guinéens d'obtenir le passeport. Il faut que le ministre, c'est vrai que je l'ai bien aimé, on m'a suivi dans les différentes émissions, je l'ai bien aimé quand on dit qu'il est rigoureux, mais la rigueur, c'est vrai, il faut bien aussi, derrière la rigueur, qu'il nous donne un espoir de satisfaction, parce qu'on ne peut pas continuer à dire il est rigoureux, non, il travaille bien. Pendant ce temps, il y a des Guinéens qui sont en train de souffrir. Il faut aujourd'hui que le ministre Bachir accepte de nous dire où en est-on avec la suspension, avec la reprise des activités pour que les Guinéens entrent en possession des passeports. C'est vrai que le cas il est partout, par moment,
Mais aujourd'hui, on a besoin de savoir ce qui se passe. On a besoin de savoir ce qui se passe. La vérité, c'est que, vraiment, j'ai discuté avec certains qui disaient que, pour être réaliste, ce ne sera pas avant 2-3 mois que on puisse avoir le précieux sésame, mon cher Yaya. C'est vraiment dommage, Tamba. Je pense que on a un problème avec le service public dans notre pays. J'ai un ami récemment qui était dans une situation, en tout cas, très délicate. Il devait être évacué pour aller se soigner. Bon, il voulait le faire en Tunisie, mais par manque de ce document, de ce titre de voyage, donc il était obligé de prendre la route, malgré sa situation-là, et d'aller ici à Dakar. Sans avoir la certitude justement qu'à Dakar il aura des bons médecins. Et si tu permets la régie, il faudrait que vous bougiez, on n'a pas assez de temps. Le directeur général de l'RPT qui est déjà en préparation justement pour que on puisse lancer les hostilités. Allez-y, voilà. Mon cher. Donc je disais ça, il a utilisé la voie routière pour aller à Dakar sans avoir la certitude que là-bas il aura des bons médecins, parce que en Tunisie quand même il avait la certitude, il avait déjà pris contact avec des médecins, des gens, voilà, des amis qui sont là-bas sur place, mais par manque de ce type de voyage-là, de ce passeport-là, donc il ne pouvait pas aller en Tunisie. Donc voilà, j'imagine que c'est beaucoup d'autres Guinéens qui sont dans cette situation-là. Donc lui, il était dans le cas d'une évacuation sanitaire. Imaginez les étudiants, imaginez les gens qui travaillent en Europe, mais aussi qui sont venus régulariser leur situation-là. Donc c'est une situation catastrophique aujourd'hui. Je pense que le ministre au moins devrait en tout cas faire une communication, au moins pour élucider nos compatriotes sur la durée exact de jusqu'à quand ils peuvent attendre ce document. Mais on ne peut pas garder le flou comme ça sans pouvoir expliquer aux citoyens quand est-ce qu'ils auront leur titre de voyage. Quand est-ce qu'ils auront leur voyage? Nous sommes en direct avec le directeur général de l'RPT. Je rappelle que c'est bien Monsieur Sékou Oumar Bari. Avec lui, nous vous souhaitons aborder le thème de l'attribution de la licence 4G à la société de téléphonie MTN Guinée. Il est déjà en ligne. Monsieur Bari, bonjour. Les grandes gueules. Je suis pas en ligne. Les grandes gueules. Ah d'accord. Nous allons tenter de le ravoir à nouveau, justement pour finalement, en souci de technique, finalement, contact difficile, c'est vrai, on le voit bien à la télévision, contact difficile. On enchaîne, on va poursuivre cette interview avec vous rapidement, en 2 mots, s'il vous plaît. Voilà, par rapport toujours au passeport, ce qu'il faut rappeler, c'est que on le rappelait dans ce studio-là, d'ici que le ministre de la Sécurité lui-même n'ait une idée beaucoup plus claire par rapport au temps ou à la durée que toutes ces choses vont prendre pour pouvoir être fonctionner normalement, pour que les gens puissent avoir à nouveau les passeports normalement. D'ici là, qu'il y ait une mesure qui soit prise pour permettre aux gens aujourd'hui qui sont là. Il y a la mesure de prorogation du délai qui va jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Voilà. À part ça, le ministre qui est passé ici nous a expliqué qu'il y avait une exception qui est faite pour les étudiants et les personnes qui étaient malades. Moi, je connais l'exemple d'une dame qui est arrivée en Guinée, qui devait renouveler son passeport, qui était en état de famille en plus. C'était une situation compliquée pour elle. Il fallait qu'elle retourne pour ses consultations et tout. Et je pense que le nécessaire a été fait par le département pour permettre à cette dame. Il fait beaucoup de choses par ailleurs pour les malades. Vivement, oui. Nous avons beaucoup d'exemples. Vivement la communication, mais vous connaissez notre pays. Il ne faudrait pas que nous voulons le bon, mais en même temps nous sommes pressés, nous acculons les gens. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Soit nous voulons que le département soit assaini, que la question des passeports se fasse normalement comme ça se passe partout dans le monde, ou bien nous voulons qu'on fasse du n'importe quoi et dans ça nous continuons à mettre la pression sur le ministre. Pendant ce même moment, pendant ce même moment, il y a des Guinéens qui souffrent. Non, mais les Guinéens qui souffrent là, par exemple. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous voulez qu'on continue avec l'ancien système? Soit nous voulons
que les choses se clarifient, qu'on mette comment on appelle, qu'on fasse du balayage, du nettoyage au sein du département, au niveau de la DCPA, parce que vous savez ce qui se passe de ce côté. Soit nous voulons obtenir du n'importe quoi dans ce cas, on va sur le terrain. Vivement la communication. Oui, je suis d'accord avec vous, que le ministre fasse le point à chaque fois pour nous dire on est à ce niveau-là, mais en même temps, nous savons que pour les malades et les étudiants, il y a du travail qui se fait là-bas. Faut pas le nier. Parfait. Alors, ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est que la réalité est la réalité. Il y a des difficultés, c'est vrai, il y a des efforts, mais on ne pourra pas avoir le passeport tel que nous l'avions, même encore au bout de 2 mois moins, qui est une situation différente. En tout cas, les spécialistes disent, vont plus loin dans cela. C'est pas pour plaire à nos compatriotes qui sont en Guinée, mais aussi au ministre de devoir hâter le pas pour cette situation. On va marquer une pause, le temps de nos obligations commerciales, et l'on se retrouve juste après, justement, avec le directeur général de l'RPT. C'est avec lui que nous rouvrirons, si tout va bien, cette interview. Restez avec nous, vos avis seront également relayés. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Votre programme compte. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Corera, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser
et reste sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Corera, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Corera, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Galac Radio. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station. Hip Hop. Groove Station. Hussein Kaba. Tous les week-ends, c'est Hip Hop. Et qui rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Nous revenons pour la deuxième et dernière partie de cette édition des Grandes Gueules. L'équipe continue, elle est là tout au grand complet. Dans un instant, nous allons équiper, nous allons au centre, c'est même pas le centre émetteur, c'est le centre directionnel de Coloma, d'où justement nos équipes s'acharnent à nous avoir, le directeur général de l'ARPT, Monsieur Sékou Oumar Bari. Dès le début, nous vous le disions, MTN accède à la 4G. L'information qui a été très peu commentée au départ a fini par nourrir les commentaires au sein de l'espace public guinéen. D'abord en vertu de l'extrême discrétion qui a entouré le processus d'attribution. Ensuite, en raison du coût auquel la licence a été concédée à l'opérateur, en montant fort loin des 90 millions de dollars facturés à Orange il y a quelques années. Il est en ligne, le directeur général de l'ARPT, Sékou Oumar Bari. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour Espace, bonjour chers auditeurs. Et merci pour cette invitation. Voilà, merci de vous prêter à nos questions. Accompagnement, responsabilité, professionnalisme et transparence. Peut-on lire derrière vous? Pour la première question, mon cher Caps, ce sera à vous. Allez-y, Caps.
Alors, monsieur le directeur l'a répété, la première question pour vous, c'est de savoir aujourd'hui, MTN accède à la licence 4G 3 ans après son concurrent phare Orange. Est-ce qu'on peut déjà comprendre pourquoi ce retard-là? Mais au-delà de ça, quand on évalue un peu le coût de l'obtention de la licence d'Orange Guinée qui était à 90 millions d'euros et on a de l'autre côté MTN qui accède à cette même licence à 55 millions d'euros, pourquoi cette différence? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci infiniment pour cette question. Je pense qu'il est important de rappeler d'abord que les montants dont on est en train de parler ne concernent pas seulement la licence 4G, c'est la licence 2G, 3G, 4G. Orange, lorsque Orange a payé pour les 90 millions, c'est pour le renouvellement de sa licence, toute technologie, 2G, 3G et 4G, et MTN c'est pareil. Alors oui, nous voyons beaucoup de questions par rapport à la différence sur le prix. Je vais vous donner la réponse de façon très simple. Il y a 2 points. Un premier point qui est important de rappeler, c'est que l'État a la latitude de fixer les coûts ou le tarif des licences. C'est complètement basé sur les conditions du marché. Alors, deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est de dire que Orange a eu une licence toute technologie 2G, 3G, 4G, mais la licence 4G d'Orange est une licence TDD et FDD. Pour rendre simple, c'est une 4G fixe et mobile. MTN a décidé de prendre de renouveler sa licence 2G, 3G, 4G. Et sur la partie 4G, c'est une 4G FDD qui est une technologie mobile. Donc déjà, il y a une différence à ce niveau. La deuxième différence, je vous poserai la question, pour rendre simple. Imaginez que vous achetez une Prado en 2018 qui est la version 2018. En 2022, vous avez une Prado 2022. Vous ne vous attendez quand même pas à ce que la Prado 2018 coûte le même prix en 2018 qu'en 2022, pendant qu'il y a la Prado 2022. La même logique s'applique à la technologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 5G. Alors, ce qui se passe normalement dans les conditions d'octroi des licences, vous avez une technologie récente, on la met en une vente aux enchères. Lorsque personne ne l'achète, on procède à la fixation du prix de la licence. Des années après, bien entendu, le prix de la licence pour la même technologie, lorsque vous avez une technologie récente, le prix ne peut pas rester pareil. Donc c'est ce qui explique la différence de prix entre 2019 et 2022. On parle de 3 ans d'écart. Dans le secteur des télécoms, 3 ans d'écart, c'est énorme. Parfait. Le directeur général de l'ARPT sur la licence, sur l'attribution de la licence 4G au groupe, finalement, à la société téléphonie MTN Guinée. Mon cher Yahya, on poursuit cette interview avec vous. Deuxième question. Oui, Monsieur Barry, le consommateur se plaint souvent de la qualité de ce réseau. Alors, quelle garantie pour assurer aux clients, aussi bien de MTN et aux clients de Orange Guinée, un meilleur service sur la 4G? Alors, merci pour la question. En tant que régulateur, il est de notre devoir de nous rassurer que le consommateur a la qualité de service qu'il faut. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que les opérateurs sont tous tenus au respect des cahiers des charges. Mais les cahiers des charges vont avec une licence. Et là, on est en train de parler de la licence des MTN, mais je vous rappelle que depuis 2018, MTN avait une convention, mais pas de licence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle licence, ça nous permet de donner des cahiers des charges à MTN, ce qui est une obligation pour les opérateurs
de donner une certaine couverture, une certaine qualité de service, couverture géographique et population. Nous n'avions en réalité pas d'éléments même pour les évaluer parce qu'il n'y avait pas de cahier des charges qui nous liait. Donc aujourd'hui, on a eu des réunions avec MTN pour évoquer justement cette question de qualité qui fait beaucoup de bruit et des engagements ont été, ils ont pris des engagements, ils nous ont rassuré que ils vont réinvestir sur le déploiement du réseau, sur la qualité de service. Et pour la petite histoire, si je peux résumer, c'est un peu le serpent qui se mordait la queue, parce que pour qu'un investisseur puisse investir, il faut qu'il ait une licence pour que les banques acceptent de l'accompagner. Et de l'autre côté, il faut payer pour avoir la licence. Donc c'est tout ça qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, toujours dans l'intérêt du marché. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que pour réguler un secteur, il faut y créer de la concurrence saine. Donc avec l'octroi le renouvellement de la licence, parce que je vais corriger, c'est pas l'octroi de la licence 4G, c'est le renouvellement de la licence 2G, 3G et 4G de MTN, ça donne à l'opérateur des outils pour évaluer le respect des cahiers des charges qui nous engagent et qui nous lient face à cet opérateur-là. Parfait. Je rappelle que si vous ne nous prenez que maintenant, nous sommes en direct de l'ARPT avec le directeur général Sékou Oumar Bari. Il répond à nos questions sur le renouvellement de la licence 2G, 4G et 3G de MTN. Moussa Yero, on poursuit avec vous. Alors, monsieur le directeur général, c'est vrai que MTN accède aujourd'hui à la 4G. Est-ce que c'est la fin des monopoles dans les sociétés de téléphonie en Guinée? Est-ce que les autres sociétés, je veux parler par exemple de Celcom, est-ce que Celcom va suivre la cadence? Alors la réponse est définitivement oui. Nous avons l'intention de réguler le secteur et de nous rassurer que tous les administrés qui sont sur le marché respectent les mêmes règles. Aujourd'hui, avec Celcom, les démarches ont commencé. Les entretiens sont très avancés. Donc la réponse pour rendre court, c'est oui. Notre objectif, c'est de nous rassurer que tous les opérateurs téléphoniques qui opèrent en République de Guinée ont une licence en bonne et due forme, toute technologie, 2G, 3G, 4G, et créer une concurrence saine. La différence doit se faire au niveau de l'innovation, au niveau de l'aspect marketing, et nous devons l'obligation de donner le droit au consommateur de choisir son réseau de préférence et non de lui imposer un réseau quelconque. Donc je reprends à votre question, la réponse est oui. Nous avons déjà commencé les démarches avec Celcom et Guinée Télécom, c'est pareil. Ils seront obligés d'avoir aussi la licence 2G, 3G et 4G pour que le consommateur ait vraiment le choix de choisir l'opérateur. D'accord. Alors est-ce que pour Celcom Guinée et pour Guinée Télécom, on a une idée de l'échéance à laquelle ces sociétés pourront accéder à ce type de licence? En cours, on vous revient au moment venu. Les discussions sont en cours avec les autres partenaires. D'accord, les discussions sont en cours. La dernière question, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Allez-y. Oui, la dernière question, monsieur le directeur général. On voit cette accession de MTN après Orange. Est-ce que cela répondrait aujourd'hui à des nouvelles stratégies que vous mettez en place pour l'amélioration, en tout cas de l'espace de la téléphonie en Guinée? Mais oui, aujourd'hui, le secteur des télécoms avait un énorme besoin de régulation et on ne peut pas parler de régulation quand on parle de monopole. Donc il est important pour nous de créer une concurrence saine, de nous rassurer que tous les opérateurs sont traités de façon équitable, tous les opérateurs sont au même niveau technologique et le seul bénéficiaire, c'est la population.
Mettre tous les opérateurs au même pied d'égalité, donner une chance égale à chacun de faire valoir son droit, c'est sa capacité à innover et à se faire accepter, épouser par les Guinéens, tout simplement. La démarche de l'RPT. Monsieur le directeur général, merci d'avoir pris la parole ce matin sur nos antennes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevrons éventuellement pour aborder d'autres sujets. Oh, combien Dieu sait que ces sujets sont nombreux. Je vous remercie infiniment et ça sera avec grand plaisir. Et merci à tous les auditeurs. Voilà, merci encore. Les grandes gueules se poursuivent. Dans un instant, nous allons parler investissement, infrastructure et puis tout ce que vous savez. Merci encore au DG. Et c'est juste derrière cette petite virgule de maintenant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Voilà, retour en ce studio, mon cher Daouda. On a écouté le directeur général de l'ARPT. Je rappelle quand même que sur d'autres questions, bien sûr, pas mal d'autres questions restent à venir. Nous aurons l'occasion au bout de quelques jours de l'avoir ici même en studio pour aborder toutes ces questions-là, pour apporter les réponses que les Guinéens se posent sur le secteur de la téléphonie en République de Guinée, en l'occurrence sur sa qualification et sa régulation par l'ARPT. Daouda, on l'a entendu rapidement en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, on l'a entendu. Je crois que, comme tu l'annonces d'ailleurs, qu'on ait la possibilité d'avoir le directeur général dans ce studio et qu'il réponde également à d'autres questions des auditeurs et des téléspectateurs. Et c'est un espoir. Mais moi, ma préoccupation, ce n'est pas l'accession à une licence de 4G ou 5G ou 3G, mais c'est le suivi, le travail de suivi que l'RPT peut faire derrière. Parce que la régulation. La régulation, il ne suffit pas d'avoir le nom de régulateur, mais il faut faire la régulation. Et c'est là de façon effective que les Guinéens le ressentent. Parce que le cri de cœur des Guinéens, c'est tout le temps, non, Orange, c'est une société d'arnaque, ceci et cela. Mais la RPT, qu'est-ce qu'elle fait derrière pour rassurer les Guinéens? Pour dire que ce que vous estimez être du vol... C'est vrai que le nom d'Orange est gâté. Oui, non, ça c'est une réalité. Parce que, bon, c'est aussi, ça s'explique aussi parce que ils ont plus d'abonnés. Ils ont plus d'abonnés que les autres opérateurs. Donc, c'est compréhensible aussi que leur nom soit gâté ainsi. Comme on le dit. Alors, Moussaïro, il y a quelques années en arrière, vous avez Orange, c'est le pachyderme. Et puis vous avez l'ARPT, c'est la petite mouche à côté. Le monsieur promet de casser le monopole. Il n'admet pas de concurrence saine en présence d'un monopole. C'est quand même, j'ai pas envie de dire osé, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir le pari? Mais s'il y a de la volonté politique derrière pour accompagner le travail qu'on veut mettre en œuvre, je pense que cela pourra marcher. Vous vous rappelez, une puce a été vendue ici à plus d'1 million. 1 million 500. $1 million, ce que je veux dire, à plus d'1 million. Il a fallu qu'on casse le monopole pour qu'on diversifie, pour que les Guinéens puissent. C'est MTN qui avait. Il faut se le rappeler. Est-ce que MTN va nous sauver encore? Il faut espérer. Il faut espérer. Je pense que c'est important. Je veux dire, partout dans le monde où la concurrence est de mise, ça permet aux gens de faire attention. Quand vous savez que vous n'êtes pas seul sur le terrain, ça vous permet de faire très attention, d'améliorer les offres, de faire en sorte que vraiment que vous puissiez toujours être premier. Orange, faut pas se leurrer, c'est pratiquement la seule société de téléphonie qui est implantée pratiquement sur toute l'étendue, un peu partout. Et il faut comprendre la situation. S'il n'y a pas d'autres sociétés qui puissent concurrencer, c'est un peu plus de 65%. Justement. De toute l'activité. Oui. S'il n'y a pas d'autres sociétés pour concurrencer, Orange ça peut être compliqué. 76,5% des 162,6 millions d'euros de revenus qui représentent le marché des télécoms au 3e trimestre de 2021.
Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc il faudrait que les autres sociétés de téléphonie puissent bouger pour faire d'autres offres, pour casser ce monopole-là. Ça, c'est au bénéfice des Guinéens, tout simplement. Mon cher Yaya, tu as quand même l'expérience du Sénégal aussi bien en termes de prestations de services pour le consommateur, mais aussi de qualité. La qualité de la 4G même, c'est devenu 2G dans ce pays, mon cher Yaya. Oui, mais sauf que là-bas aussi, il y a le monopole. Toujours avec Orange. J'ai envie de dire, vivement la fin du monopole, il faut casser ces monopoles-là parce que c'est avec ça qu'on pourra véritablement améliorer la qualité du service, mais également la concurrence, permettre à ce qu'il y ait une concurrence loyale, bien sûr. Alors, mais Tamba, je pense que ce qu'il faut dans notre pays et qui manque ici terriblement, c'est une organisation des consommateurs. Il faut des associations. Il y a l'association guinéenne des consommateurs, non? Mais qu'ils puissent être, en tout cas, un lobby fort. Capable le fait c'est qu'ils travaillent, ils alertent, ils prennent même des actions, mais tu connais le problème de l'administration et de la justice de notre pays. Mais il faut qu'ils s'organisent, qu'ils soient puissants, qu'ils puissent véritablement, en tout cas, tenir tête. C'est comme ça qu'ils pourront sauver les consommateurs. Mais souvent, les opérateurs aussi ont des stratégies pour venir les soudoyer, les donner quelque chose, c'est tous les têtes. Mais après, l'association des consommateurs, c'est les bénévoles. Et tu sais, le bénévolat, ça dure pas longtemps. On peut les offrir des cadeaux, des petites choses comme ça. Donc, mais il faut véritablement un syndicat fort pour défendre les consommateurs. Absolument. Non, mais Cap, tu as déjà dit ce que tu voulais dire. Rajouter trop de viande dans la sauce, c'est pas un problème. Donc, en fait, ce que j'ai envie de rappeler, la bonne nouvelle, c'est qu'on espère que le fait que le MTN puisse renouveler cette licence 2G, 3G, 4G peut casser le monopole qu'on a connu avec Orange, parce qu'il faut se dire qu'il y a un déploiement très timide de la 4G de Orange à l'intérieur. Pratiquement tout se concentre sur Conakry, quoique la qualité même du réseau. Pas de pression. Justement, ce que je dis, maintenant là, ça va se régler. Et je veux terminer par rappeler ces chiffres quand même qui peuvent expliquer quelque part que MTN avait un peu du mal à pouvoir renouveler ça parce qu'on nous a appris à un moment donné qu'il y avait des difficultés financières. Et moi, je suis tombé sur des chiffres au courant de l'année 2020 avec MTN Guinée qui a pu se faire 85 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un net de 20 millions d'euros qu'ils ont pu avoir. Et cela les a quand même valu de se maintenir au numéro 2 en termes de classement des opérateurs de téléphonie en Guinée. Et donc on espère que le fait que MTN puisse se positionner en ayant cette licence-là lui permettra d'accroître son taux de pénétration sur le marché internet guinéen. De toute façon, c'est pas avec des comment dire ça, c'est pas avec très très peu que l'on peut battre quelqu'un comme Orange. On fait pas de clin d'œil dans cette émission, mais petit clin d'œil quand même à Papasso, directeur général de MTN Guinée. On va voir ce qu'il en est. Peut-être que vous allez nous sauver encore. Les grandes gueules vont se poursuivre. C'est le tout dernier virage. Il est dans ce studio. Amadou Mbodé Camara. Il est membre de l'équipe de communication de SIACO. Il est déjà en studio. Aujourd'hui, c'est le journaliste, c'est le communicant. On parle de ce salon des infrastructures, de l'habitat et de la construction qui va avoir lieu bientôt. C'est la 3e édition. Nous apprenez-vous, mon cher, quelles sont les ambitions, quelles sont les dates, les lieux et le contenu finalement, mon cher Mbodé. Bonjour d'ailleurs. Bonjour Tamba, bonjour des auditeurs et des téléspectateurs. Et c'est tout à fait un plaisir. C'est la 2e fois que je passe dans cette émission. Et il s'agit du salon des infrastructures, comme vous l'avez dit dans le libellé, qui se tient du 22 au 26 février à Conakry, au Palais du Peuple. C'est un salon, et vous l'avez déjà dit, c'est une vitrine qui est offerte à l'ensemble des acteurs de l'habitat, en tout cas tout ce qui est infrastructure et de l'aménagement du territoire, et les acteurs, c'est-à-dire les sociétés qui opèrent dans le domaine, l'État lui-même, et les citoyens, mais aussi des étudiants qui apprennent des métiers en lien avec ce thème-là. Et c'est pourquoi il y a, parce que vous avez parlé de contenu, il y a aussi un concours qui est organisé pour mettre en compétition 10 universités dont les étudiants vont compétir pour
montrer leur savoir-faire dans ce domaine. D'accord. Moussa Hiro. Avant de parler du contenu, moi j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée de mettre en place un salon des infrastructures. Pourquoi une telle idée? Oui, effectivement, si vous permettez. C'est mieux. Non, je le fais parce qu'on est déjà dans l'esprit de SIACO. Et il y a on en parlera tout à l'heure, il y a une batterie de mesures qui sont prises parce que nous l'organisons dans un contexte de Covid et il faut faire en sorte que cette rencontre ne soit pas un lieu de propagation du virus. Donc nous sommes déjà dans l'esprit et nous promettons. Voilà. Donc l'idée, nous sommes quand même à la 3e édition. Et c'est la 3e édition de ce SIACO. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un rendez-vous des acteurs, pas que de Guinéens. Il y a au moins 30 pays qui sont invités, qui devraient prendre part. D'Afrique ou du monde? D'Afrique, du monde, des experts et des acteurs de ce domaine-là. C'est vraiment le carrefour, le rendez-vous des acteurs des infrastructures et du bâtiment. Acteurs, je dis tout à l'heure, j'ai énuméré tout à l'heure le gouvernement, les institutions, les bailleurs de fonds. On a par exemple ONI Habitat. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Ce salon des infrastructures est le rendez-vous donc de l'ensemble de ces acteurs-là pour des prises de contact, pour des marchés qui peuvent être décrochés, et pour des expositions. C'est aussi un rendez-vous où on vient savoir les orientations du gouvernement dans ce domaine-là et des opportunités d'affaires qu'on pourrait bien saisir. Et ça, c'est à l'intention, bien sûr, des entreprises qui évoluent dans le domaine. Les gars, je vais vous donner la parole, vous inquiétez pas, vous allez poser la question. Mais moi, j'ai vu l'affiche. Et puis, non pas l'affiche mais j'ai vu le document de base. Et vous avez dit sous le haut patronage de son excellence le président, le professeur Alpha Condé, le salon à l'air. Comment vous allez faire ça? C'est toujours lui le haut patronage. Écoutez, vous savez, C'est une erreur. Oui, non, vous n'avez pas réactualisé vos affiches que vous avez reçues. Ah non, c'est ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas une erreur. Et vous savez, je le disais, Non, je disais ça pour rire. On va aller avec vous. C'est assez important. C'est assez important parce que vous l'avez soulevé quand même. C'est un salon, nous l'avons dit, c'est la 3e édition et ça ne s'organise pas. Vous parliez tout à l'heure, je suis désolé de prononcer sur ça, vous parliez tout à l'heure de projection, de mise en planification et tout ça. Ce n'est pas au mois de janvier que le commissariat général s'est relevé pour mettre en place, pour programmer le salon, la 3e édition. Ça a été fait dans un contexte où celui dont vous avez parlé, dit le nom, était président. Donc, c'était le président Alpha Condé. Il faut dire son nom. Non, faut pas le barriériser. C'est quand même un salon qui s'organise sous l'égide du gouvernement guinéen et donc particulièrement du ministère en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Parfait. On enchaîne avec vous, Daouda, rapidement. Chacun aura une question avant la fin. Allez-y. Alors, puisque Tchernan, vous nous dites que c'est la 3e édition, et une première, une deuxième, et la 3e qui arrive. Déjà, quels sont les acquis des 2 précédentes éditions qui vous encouragent à aller vers la 3e édition aujourd'hui? Écoutez, le commissariat général tire toujours les leçons à l'issue de la première édition, à l'issue de la deuxième. Et ce salon a permis quand même au cours de ces 2 premières éditions, et nous espérons que nous irons un peu plus loin dans ces objectifs qui sont atteints, a permis de mettre en contact des acteurs et de constituer vraiment ce pont-là entre eux. Et il y a des rencontres B2B qui ont eu lieu. Il y a ce qu'on appelle ce concours dont je parle qui met en compétition des universités. Ce n'est pas la première fois. Ces 2 premières éditions ont été aussi l'occasion d'organiser ce concours. Il y a quand même un ensemble d'acquis. Les acquis matériels. Non, mais aujourd'hui, les acquis matériels aujourd'hui. Par exemple, est-ce que ça a aidé à faire évoluer une législation? Est-ce que ça a permis de mettre en relation des entreprises? Est-ce que tout ça, je pense que c'est... Oui, non, c'est ce que je viens de dire. Ça a aidé à mettre en relation des entreprises, bien sûr, ça c'est clair. Ça a aidé à créer de l'émulation, parce que moi je tiens beaucoup à ce niveau-là, à l'émulation au sein des universités qui ont participé aux concours qui ont été organisés. Ça a aidé à créer cet engouement quand même
autour du salon et vous verrez lors de cette 3e édition, vous aurez un nombre beaucoup plus important que celui qu'on a enregistré lors des premières et 2e éditions. Parfait. Mon cher, allez-y. Je voudrais savoir concrètement quels sont les défis et les attentes de cette 3e édition. Et une autre sous-question, alors j'aimerais savoir quelle sera la place de l'immobilier dans ce salon. Oui, l'immobilier fait partie de ce salon parce que ça fait partie. Et les attentes, c'est quoi? C'est vraiment, vous savez, c'est un espace qu'on met en place, qu'on crée et on invite les acteurs à venir se parler et à venir découvrir des opportunités qui sont en place, et à l'État d'écouter les acteurs et de pouvoir, et vous l'avez dit, c'est assez important, à partir de ces rencontres-là, pourquoi pas inspirer, par exemple, la nécessité de faire évoluer la législation dans le domaine. Il y a quand même des méga projets de l'État, c'est prévu au cours de cette 3e édition, qui vont être présentés, projetés. Parfait. Et ça donne l'opportunité à ceux-là qui veulent s'investir dans ce domaine-là, savoir qu'en Guinée, voilà des opportunités qu'on appelle ça, qui existent dans ce domaine et pouvoir s'employer dans ce sens. Parfait. La dernière avec vous, Caps. Oui, la dernière, c'est de vous ramener un petit peu par rapport à cette question liée aux opportunités qu'offre ce salon-là, notamment auprès des étudiants, des jeunes qui participent à ce salon-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'à l'issue de ça, est-ce que des jeunes bénéficieront d'un certain accompagnement pour leur aider à matérialiser un petit peu ce qu'ils ont pu présenter, qui leur a valu peut-être de remporter ce concours-là? Oui, bien sûr. D'abord, par rapport à sa question, un complément. Il y a des thématiques. Le thème principal de ce salon, c'est le renforcement du partenariat public-privé dans le domaine des infrastructures, du bâtiment et des infrastructures en Guinée. C'est le thème principal. Désengager progressivement l'État. Voilà, mais à l'intérieur, il y a des forums qui s'organisent, il y a des panels qui s'organisent. Parmi les sujets qui sont concoctés déjà, il y a celui qui porte sur le mécanisme d'accès au financement du logement. Vous savez, c'est une problématique qui existe. Aujourd'hui, le gouvernement est à cheval par rapport à cette question de logement, à cette question d'infrastructure. Et tout ceci, ce sont des thèmes qui vont être débattus par des spécialistes, par des ministres, par des acteurs de la société civile, de manière à ce que l'ensemble des sujets qui sont en rapport avec ce thème-là soient débattus. Et puis, bien sûr, les étudiants qui participent à ce concours-là bénéficient d'un accompagnement parce qu'il y a des prix spéciaux qui sont remis à ces étudiants, et ça leur donne aussi une vitrine, une possibilité, et même aux universités, au-delà des étudiants, les universités d'où ils viennent, ça donne une certaine vitrine à ces universités-là et montrer en leur sein le sérieux qui se fait dans les enseignements. Nous arrivons à la fin, mon cher camarade. Rapidement, combien de monde sont attendus? Quelles vont être les mesures sécuritaires, notamment sanitaires? Oui, le département de l'habitat, c'est la porte d'entrée, c'est le principal partenaire, là, parce que ça s'organise sous l'égide donc du gouvernement. Il y a des entreprises qui sont conviées qui sont attendues à ce salon. Et ce sont des entreprises qui sont partenaires de ce salon. Et déjà, il y a un engouement parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Et vous verrez, Daouda Mohamed. Vous attendez combien de personnes? Il y a des milliers, de personnes qui sont attendues. Il y a des mesures de sécurité, mais au-delà des mesures de sécurité, il y a des mesures sanitaires, ou de sécurité sanitaire aussi, bien sûr, qui sont mises en place parce que ça s'organise dans un contexte de Covid et des engagements ont été pris. Le commissariat le fait en commun accord avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, parce qu'il y a des mesures qui sont éditées et qui vont être strictement respectées au cours de ce salon-là. L'objectif est de réunir l'ensemble des acteurs, offrir des opportunités, offrir des vitrines et pourquoi pas avoir des contrats au cours en participant à ce salon. L'initiateur, c'est qui? Ça coûte combien? Vous financez comment? Non, l'initiative, c'est le Centre international guinéen des expositions, le CIDEC, qui l'organise en partenariat avec l'État, bien sûr, sous l'égide donc du ministère en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Maintenant, après, le modèle économique est fait de telle sorte que... Oui, mais ça coûte combien? Non, mais écoutez... On n'aime jamais dire ça va coûter combien l'organisation? Non, ça c'est... Je pense que ce n'est pas ça la question principale. La question principale, c'est que il y a une opportunité à saisir pour les acteurs. Non, je le dis étant sérieux. Non,
Oui, mais il faut des fonds, bien sûr, il faut des fonds, mais ces fonds-là, il y a des participants, il y a des stands qui sont là, et ces stands-là sont des stands qui sont des partenaires, payants, des sponsors, des partenaires et tout ça. Mais l'objectif était vraiment de faire en sorte que l'ensemble des acteurs participent. Et aujourd'hui, quand vous prenez ceux-là qui interviennent dans le domaine du bâtiment et des infrastructures en Guinée, l'ensemble, je dirais, sont dans cette initiative-là. Vous me permettrez de dire, par exemple, qu'il y a Sugibek, il y a Giko Press, il y a Uni Habitat, Sam Zebem, Adoua. L'ensemble de ceux-là qui interviennent dans ce domaine-là sont répertoriés et invités et mis à participation. Le rappel des dates et des heures. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 22 février et ensuite les panels et puis les expositions aux classes poursuivront jusqu'au 26 février et le 26 février il y aura certainement une cérémonie de clôture et après le salon s'ouvrira. Oui, bien sûr, 3-4 jours, mais vraiment d'intenses activités. Et à ce salon-là, même si vous n'êtes pas, faites pas partie des acteurs que je viens de citer, il faut y aller parce qu'il faut savoir que dans ce domaine, aujourd'hui, c'est une urgence. On voit le ministre Gawa, le gouvernement, tous les jours aborder ce sujet-là. Je pense qu'il faut y aller pour savoir ce qui se passe et savoir les opportunités qui s'offrent dans ce domaine. Bonnet, merci d'être venu. Merci Tamba, merci à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir et j'espère que vous allez marquer là-bas sous le haut patronage du président de la transition, Mamadi Doumbouya. C'est comme ça qu'on va se quitter. Merci. Merci à chacun de vous d'avoir été des nôtres. Vous nous avez pratiqué depuis 9h. C'est un plaisir de vous avoir servi. Lundi, c'est avec le turbo que nous reprendrons les grandes gueules. À Finor, c'est pas fini. À lundi.